Salut tout le monde, bienvenue à ta podcast ludique pour notre premier vidéo de review ou de revue officielle. J'ai fait souvent des tests de première impression et avec Martin, pendant le podcast, on a fait des revues un petit peu informelles, mais avec la quantité de déballage que j'ai fait, maintenant, il faut bien que je les joue un petit peu. Dès lors, j'ai décidé d'essayer de commencer à formaliser un petit peu nos reviews et donc ici, ce sera le premier. Je ne m'attends pas à ce que ce soit un review avec des notes et compagnie, mais je vais vous donner mon ressenti et ça sera à vous de décider si par rapport à mes commentaires ou à ce que je vous communique, si oui ou non cette production-là est faite pour vous. On va commencer à aller dans faire un petit comment jouer, how to play. On s'en va faire ça, puis après ça, on revient, puis je fais le tour de chacun des composants, puis on se parle un petit peu de comment j'ai trouvé ça comme production. Une partie de We Are Coming Nineveh opposera les forces irakiennes qui sont en vert contre les forces de Daesh qui sont en noir. Chacun des côtés, chacun des opposants aura lors du setup, dans le cas des forces irakiennes, pour représenter le fait que les forces montent du sud vers le nord, devront démarrer dans 3 zones prédéterminées. Dans le cas des forces de Daesh, donc les forces en noir, ils peuvent peupler l'ensemble de la carte pendant le setup. Ici, j'ai fait un setup test juste pour vous montrer un petit peu le rythme du jeu, mais regardez toutes les unités qui restent. J'en ai mis à peu près la moitié ici. Un coup que ça aura été fait, chacun des opposants pourra choisir secrètement une carte de priorité. Donc, le temps, dans le cas de force irakienne, à quelle vitesse ils pensent compléter le conflit. Les forces collatéraux, donc on pourrait dire les dommages civils, ainsi que les casualties ou ce qui pourrait être les pertes militaires ou des forces irakiennes. Du côté de Daesh, le joueur fera la même chose. Donc, dans son cas, lui, ça sera, dans le cas de force irakienne, c'est d'essayer de garder ces métriques-là au plus bas. Dans le cas de Daesh, ça sera de les pousser au maximum. Ensuite, pour compléter le setup, chacun des opposants pourra regarder une pile de cartes. Donc, ici pour les forces irakiennes, et dans le cas de Daesh, ici, un paquet de cartes. Regardez comment il y en a. Je crois que c'est au-dessus de 30 là, par force. Et chacun aura 30 points militaires, qui est une abstraction de monnaie qui permet d'acheter les cartes de capacité. Si on regarde ici dans le coin, avec chacun leur coût. Chacune de ces cartes-là permettra d'ajouter d'autres forces militaires. Donc, dans le cas ici des forces irakiennes, il y aura, mettons ici, des petits Humvee. Ou il peut s'agir aussi de capacités à activer une fois par tour, ou sinon de capacités qui pourront minimiser l'impact de certains événements ou de certains trucs qui vont arriver pendant le conflit. Un coup que le setup est fini, c'est le temps de jouer. Donc, qu'est-ce qui arrive? Chaque tour qui est représenté ici par le compteur de round, donc il y en a un maximum de 12 qui fait partie de l'une des conditions de fin de partie. Les forces irakiennes commencent le tour et lorsque les forces irakiennes ont complété, il s'agira aux joueurs en noir, donc du côté de Daesh, de jouer sa partie du round. Il y aura une phase d'entretien et après ça, on avance le marqueur qui est là pour signifier qu'on change de round et on recommence. Donc, comment que ça va fonctionner pour le joueur, on va dire, irakien? Ça va commencer, il y a 3 phases. La première phase, c'est la phase de support. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que chacun des joueurs, dans le cas des forces irakiennes, on a 3 marqueurs ici. Dans le cas de Daesh, il n'y en a qu'un seul. Et ici, essentiellement, c'est des jetons qui vont pouvoir donner, on va dire, des forces spéciales qui sera exemple, permettre de bouger un petit peu plus loin, d'enlever des jetons de dérangement, de disruption et autres petits avantages. Donc, on va en gagner un sur un maximum de 3.
Ensuite, le joueur pourra, s'il le désire, activer une carte de capacité qui est activable en mode support. Ici, au hasard, j'en ai pris une et on voit qu'ici, support est en vert, est affiché, et donc ça signifie que cette carte-là pourrait être activée. Et ensuite viendra la phase de déplacement. La phase de déplacement, c'est de déplacer chacun ou pas. On pourrait aussi rester sur place, mais c'est de déplacer chacune des unités d'un secteur. Les secteurs sont représentés ici, là, délimités par les lignes blanches et jaunes. Donc, c'est de pouvoir les déplacer. Chaque unité peut être déplacée d'un seul secteur, sauf dans le cas de toutes les forces irakiennes et de une ou deux forces de Daesh, peuvent prendre ce que j'appelle, moi, les autoroutes, donc les routes en jaune, de façon à pouvoir faire ce qu'eux appellent du déplacement rapide, du fast travel. Donc, exemple, j'avance des unités. Si je pourrais avancer ici, il y a le concept de stacking. Le stacking, c'est quoi? C'est essentiellement le nombre d'unités que peut contenir chacune des régions. Il y a 3 sortes de régions. Il y a les régions comme ça, en brun foncé, avec les petits picots, qui sont ce qu'eux appellent des open space. Donc, où ça pourrait être des champs, ou du moins, il y a beaucoup de place. On peut mettre là jusqu'à 4 carrés, 4 blocs. Il y a les zones urbaines qui sont en beige pâle ici. Ça, on peut mettre chaque coalition peut mettre jusqu'à 3 blocs. Et il y aura la vieille cité représentée ici en gris foncé où on peut mettre un maximum de 2 blocs. C'est représenté dans les instructions en disant que les rues sont tellement minces qu'il est difficile de se déplacer et en plus, tout ce qui sera véhicule blindé style char d'assaut ne pourra pas rentrer là-dedans parce qu'il ne rentre pas dans les allées très étroites de la vieille ville. Donc, je vais bouger certaines de mes forces et je vais prendre ces 3-là ici qui vont se déplacer le long de l'autoroute jusqu'à temps qu'ils fassent face à des opposants. On va faire ça comme ça. Eux, ils viennent ici. Et pour l'exercice, on va bouger ça comme ça. On n'ira pas plus. Donc, on voit, j'en ai déplacé en essayant de respecter les maximums de déplacement. Un coup que j'ai fait ça, il y a une phase de combat. La phase de combat aura lieu lorsque, dans un même secteur, il y a des forces opposées. On va finir la présentation, puis après ça, on fera juste un petit segment seulement pour la phase de combat. Un coup que la phase de combat a été résolue, ça sera au joueur de Daesh de jouer. Il fera à son tour la séquence de support, donc de pouvoir augmenter ses capacités spéciales de 1 s'il n'est pas au maximum, et d'activer ces cartes qui peuvent être, ces cartes de capacité qui peuvent être activées lors du support. Ensuite, Daesh aura sa phase de mouvement et s'il y a des forces qui rentrent en conflit, il y aura une phase de combat. Un coup que tout ça a été résolu, on procède à la fin du tour, donc on pourra redresser les blocs qui auront été couchés lors d'une séance de combat. Les cartes qui auront été activées, on va pouvoir les remettre. Souvent, ce qu'on appelle le tapping. Donc, quand on prend une carte, on la met comme ça pour dire qu'elle a utilisé. Donc, on les ramène en mode ready. On retire certains des jetons qui peuvent être sur la carte. On avance le timer qui est là et les forces irakiennes vont commencer, donc support, mouvement, combat, et ainsi de suite, jusqu'à temps que une des 2 conditions de fin de partie ait été atteinte. La première, c'est la fin du 12e round. L'autre condition de fin de partie, c'est si les forces irakiennes ont été en mesure d'enlever toutes les forces de Daesh dans la vieille ville. Donc, il pourrait y avoir des forces irakiennes ailleurs sur la carte, mais si toute la zone en gris est libre de blocs noirs à la fin d'un tour, c'est une des conditions de fin de partie. Je vais rapprocher ça ici, et on va faire une sonde de combat pour que ce soit plus facile pour vous. Je vais les rapprocher. Donc, on va les mettre ici.
Une séance de combat, ça se produit lorsqu'il y a des forces opposées dans un même secteur. Dans ce cas-là, chacun révèle ses forces. On voit qu'il y a des chiffres, je vais vous les apporter. Donc, lors du setup, chacune des unités est placée de façon à ce que le chiffre avec la goutte pointe par en haut. On va dire c'est sa force. Et ici, Daesh fera la même chose. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Et voilà. Il y a un force opposant et il y a ici une rumeur. Les rumeurs, essentiellement, c'est du brouillard, c'est du fog of war. Ces cubes-là ne valent rien. Par contre, il y a, je crois, c'est une dizaine de jetons comme ça pour Daesh. Donc, qui peut rendre certains secteurs qui peuvent donner l'impression qu'ils sont beaucoup plus puissants que ce qu'il est en réalité. Donc, on va le retirer. La rumeur ne peut pas participer au combat. Thématiquement, dans le jeu, ils disent que c'est de la fausse information, on a été mal renseigné. Lorsque un combat a lieu, il s'agit de la force défensive qui aura l'initiative. Donc, c'est-à-dire que dans le cas ici, c'est moi qui étais l'attaquant. Donc, Daesh lancera son dé. Le chiffre ici, en fait, la façon que je joue, quand les chiffres se font face, ce sont les chiffres qui sont, comment je dirais, là, qui sont actifs. Si on prend celui-là ici, le chiffre en haut, c'est 3 et plus. Ce que ça dit, c'est que pour réussir une touche, le joueur doit brasser 3 ou plus. Lorsque celui-ci sera touché lors de ma réponse plutôt à son attaque, s'il est touché, le cube sera tourné. Donc, il devient plus faible parce que maintenant, ça lui prend 4 ou plus pour être capable de faire une touche, 5 ou plus, 6 ou plus, et rendu ici, l'unité a été anéantie. Et donc, dans ce cas-là, l'unité a brassé 2, donc il n'a pas réussi à me toucher. Ensuite, ça va être au joueur vert de jouer, et chacune des unités a le droit à un tour d'attaque. Donc, ici 3, lui a touché 3 ou plus, et donc, pouk, il a été endommagé, je l'ai tourné de 1. Lui, 2 ou plus, il n'a pas touché, et le troisième, 3 ou plus, il a touché. L'unité ici n'est pas morte. Puis, à la toute fin, quand on disait là, du round, ben, chacun des joueurs va remettre ses carrés comme ça. Dans le cas ici, il faut faire attention parce qu'il a été touché 2 fois, donc il faut s'assurer que le chiffre qui est en haut soit le 5 plus. Et ensuite, le fait que c'est moi qui attaque et qu'il reste encore des unités, je devrais, moi, me retirer dans une zone adjacente et libérer le secteur. On ne peut pas finir un round avec des unités dans le même secteur. Si on brasse un 1 ou un 6, il y aura l'activation de cartes d'événements. Il y en a tout un paquet. Regardez ça ici. Donc, si j'avais brassé quelque part, ou si Daesh avait brassé un 1, peu importe qui brasse, si ça avait été un 1, parce que ici c'est un 1, vous voyez, il y a des 1 et des 6. Avant de résoudre le combat, on aurait pigé une carte et on aurait résolu ce qu'il y a ici. Donc, si des frictions surviennent entre les troupes PMF, par cœur, je ne me rappelle plus exactement qu'est-ce que ça veut dire, et la population de Mossoul. Si les forces irakiennes ont des unités PMF actifs, il faut augmenter les dommages collatéraux de 1. Les dommages collatéraux qui est ici, cette traque-là, donc dans ce cas-là, exemple, si on avait brassé un 1, on l'aurait monté et ensuite, on va résoudre le combat. Pourquoi c'est important? Parce que certaines cartes événements pourraient interrompre un combat. La plupart des cartes se jouent contre le joueur vert, contre les forces irakiennes, mais certaines seront le joueur qui a pigé va subir l'événement qui est là. La plupart des événements sont de nature, je dirais, négative, mais certaines des cartes sont de nature positive. Et c'est comme ça que se joue une partie de We Are Coming Nanavé. Donc,
Irakiens support, mouvement, combat. Daesh support, mouvement, combat. On reset, on avance et on continue. Fait que c'était ça pour la présentation du jeu We Are Coming Nineveh. Évidemment, ça ne se veut pas soit un playthrough ou un how to play. C'était pour vous donner un petit peu une idée là, du rythme du jeu. Donc, allons-y avec les points positifs, négatifs. On va le faire en mode podcast, comme se veut là, le format du show. Donc, vous allez entendre mes notes se faire aller sur le côté. Donc, allons-y, on va y aller morceau par morceau. Puis, je vais vous donner un peu là, mes observations là, d'un peu tout ça. Puis après ça, on verra comment j'ai trouvé le sentiment de jeu. Un coup, tout ça étant dit. Donc, ici, on part juste le côté composant avec la boîte. La boîte, ben, j'aime beaucoup là, la couverture. Là, ça me parle beaucoup. Puis c'est d'ailleurs ce qui m'a attiré vers cette production-là. Par contre, elle est un peu cheap et pas très serrée. Donc, si vous mettez les jeux à la verticale, il va falloir mettre un élastique autour. Parce que sinon, elle va porter à ouvrir. Là, puis tout ce qui est dedans va glisser. Sinon, elle est assez grande, quoique tout juste. La map, je vais essayer de tasser ça ici. Euh, la map peut sembler plutôt terne, mais un coup qu'on a mis tous les morceaux dessus, le côté terne finalement a rendu service parce que au moins l'accent était mis sur les composants joueurs et les blocs. Quelque chose que j'ai trouvé le fun, puis ça a été comme un peu par hasard, je voulais voir pour vrai de quoi avait l'air sur Google Maps ce secteur-là, et on réalise que c'est quasiment une prise satellite de Google Maps, là. Donc, il y a eu des modifications, mais c'est très, très, très proche. Je vais essayer de vous faire peut-être un petit montage vidéo, là, ici, là, vous montrer et le Google Maps et cette carte-là. Mais ça, j'ai été très, je vous dirais, très surpris et surtout agréablement surpris. Cette approche-là fait en sorte que par moment, on peut sentir que certains des secteurs, par contre, si on est, mettons, on est ici, là, puis moi j'arrive à 3 et que Daesh arrive à 3 ici, ben oui, il va y avoir des secteurs qui vont être un petit peu congestionnés et on va le vivre surtout là, vers la fin de la partie ici, parce qu'en fait, les forces de Daesh là, vont essayer de venir de converger vers la vieille ville, puisque on se rappelle que c'est une des conditions de fin de partie ici que pour les joueurs en vert, pour les forces irakiennes, que de vider la vieille ville, donc la portion qui est en gris, de la vider là, des forces de Daesh. Donc à la fin, là, il va y avoir une congestion dans cette partie-là de la map. Autrement, on voit qu'il y a une boussole ici dans le coin. La boussole peut sembler être un peu superflue. Par contre, pour le joueur pour le joueur qui joue de l'autre côté de la carte, qui va être le joueur Daesh, ben, quand à un moment donné, il y a des cartes d'événements qui vont parler, mettons, le secteur le plus au nord, le secteur le plus à l'ouest. Ben, cette boussole-là pourra l'aider là, à se replacer, là, surtout qu'il va jouer à l'envers. Donc, Est, Ouest, Nord, Sud, tout ça va être inversé. Euh, Il y a une touche intéressante qui est ici, qui est là ici, où c'est qu'on ne le voit pas ici, là encore là, je vous le ferai probablement en photo, mais ça montre il est où le théâtre d'opération dans la ville. Donc la carte qui est ici, là, on va le voir un peu dans le coin, et encore là, c'est une belle touche pour ceux qui veulent le côté historique et peut-être l'immersion plus réelle. Euh, Quelque chose ici là, qui m'a un petit peu fatigué, là, on a les stacking limits par couleur. Merci beaucoup, super utile, c'est un bon rappel. Par contre, tout ce qui est les logos qui sont là et les couleurs euh, ne sont pas donnés dans le livre d'instruction. Puis ici, ils ne nous disent pas qu'est-ce qui est. Ben, Old City en gris, on le voit parce qu'il est écrit ici. Mais qu'est-ce qui est les open area, qu'est-ce qui est les secteurs urbains? Il y a juste 3 couleurs, on finit par s'y faire, mais l'entrée en matière, la première fois qu'on joue, quand on essaie de trouver ses repères, ça n'aurait pas été. Il y a du blanc là, en masse. Il y a un petit peu de place aussi. Ça aurait été très simple que de mettre, là, mettons ici, Old City Stacking Limit, euh, Urban Area Stacking Limit. Ça aurait été juste bien.
Ça aurait été un petit quelque chose qui aurait beaucoup aidé. Il y a un espace blanc qui est là. Je pense que s'il y avait eu juste un petit résumé de comment un tour se passe, encore là, ça aurait bien utilisé cet espace-là, puis ça aurait augmenté, veut pas, la valeur de production avec des petits détails. Autrement, je ne l'ai pas mentionné, mais ce n'est pas une carte en papier comme d'autres des productions de Nuts, leur division Wargame. C'est ce qu'on appelle en anglais un mounted board. Là. Il est en carton. Le carton, il est mince, mais il est fonctionnel. On voit là que c'est porté un petit peu à waver, mais c'est rien de terrible. En termes de QA, je ne sais même pas si ça va apparaître ici à l'écran. Je vais essayer de vous faire un zoom. Je pense que ça paraît même pas, mais j'ai un petit pli dans le papier ici, donc c'est pas très grave, surtout que c'est pas en plein milieu de la zone de jeu, c'est dans le coin. Je le relève quand même parce que j'appelle ça, c'est un écart de assurance qualité. Ça ne me dérange pas, mais je ne peux pas ne pas le mentionner. Encore en termes d'ergonomie, tantôt, je ne vous ai pas tout expliqué là, les règlements, mais il y a la question de dire si euh, les parties peuvent recevoir chacun, je vais dire, là, toute la logistique d'approvisionnement, donc ce qu'on appelle en anglais in supply. On le voit en haut avec ici là, les pitons rouges, et on le voit ici un petit peu plus bas avec les pitons verts. Et généralement, c'est de dire si on peut faire un chemin continu entre au moins un des secteurs et les unités, ce sera in supply. Dans le cas de Daesh, c'est nommé avec ce piton-là qu'on doit ici, c'est in supply, puis ici, supply il est coupé. Donc, ça va pouvoir changer. À cause de ça et du fait qu'on a voulu identifier la vieille cité, mais au-delà de la couleur grise, faire un bandeau rouge autour, ça donne l'impression, la première fois qu'on joue, que c'est comme si c'était un château avec des murs qu'on ne pouvait pas traverser, puis qu'ici, c'était la porte. Donc, il y a quelque chose au niveau de l'ergonomie encore qui n'a pas été simple pour moi la première partie. Un coup que ça fait une coupe de tour puis qu'on réalise, voyons, c'est pas un mur, ici je peux rentrer par tous les côtés, le problème est réglé. Encore là, c'est juste de l'ergonomie de début pour rentrer dans le game, là, dans la partie là, que j'ai trouvé un peu plus difficile. Fait que ça, je pense, c'était pour la carte. On peut peut-être aussi juste montrer, j'aime beaucoup là, l'approche ici sismique et pour montrer que plus le chiffre augmente, plus c'est grave, ben on voit que on voit ici là, que l'onde sismique augmente et que le temps ici se réduit là, avec l'espèce là, de point orange qui rapetisse. D'ailleurs, j'en profite pour dire, j'aime beaucoup le fait qu'on nous ait donné des marqueurs de bois et non pas des marqueurs de carton ici, avec des autocollants qui ont été apposés, mais ça a été super le fun là, de devoir manipuler ça. Maintenant, là, si vous avez regardé une coupe des podcasts et ou des déballages, vous savez que je suis un fan des pièces de bois. Je trouve que ça se prend bien, c'est agréable à manipuler, c'est facile à aller chercher. Donc ça, bravo, on aime beaucoup. Une touche qui a été intéressante, c'est que pour les trois, je vais dire là, les trois vecteurs, là, soit là, les casualties, les dommages collatéraux et le temps, il y a des marqueurs ici qui nous montrent, selon les paramètres de la partie, qu'est-ce qu'on aurait pour reproduire la réalité. Donc, ce qu'on appelle dans le coin ici le historical outcome. Donc, on a marqué ici 7-7 ainsi que l'équivalent de 10 rounds. Donc, très belle touche historique. J'ai beaucoup apprécié cette portion-là. Fait que ça, je pense qu'on a touché pas mal à tout ce qui touche la map. Tout ce qui est les blocs, coûte rien à signaler, ça marche, c'est très très bien. Les stickers, bien évidemment, il y a un petit effort là, pour bien les appliquer. J'aime beaucoup le fait que le design graphique, il n'est pas saturé, donc c'est facile de voir
comment je dirais, identifier chacune des unités. Donc, je vous en donne quelques-uns ici. J'aime beaucoup. Par contre, encore, en termes d'ergonomie, je trouve ça un peu étrange que, ici, là, on dit que je commence à 3+. Donc, ça, c'est ma force. Et si donc, je dois brasser 3 ou plus, donc 3, 4, 5, 6, pour toucher. Donc, ça démontre ma force. Si moi, après ça, je suis touché, j'ai un dégât, je vais le tourner et ça va tomber à 4+. Donc, maintenant, pour être capable de toucher mon adversaire, ça va être 4, 5, 6, jusqu'à temps que dans ce cas-là ici, ça va être 5 et plus. Du niveau ergonomie, encore là, j'ai trouvé ça bizarre parce que il y a quelque chose d'un peu contre-intuitif de voir le chiffre augmenter pour démontrer que ma force, ça descend. Je me demande si au lieu d'avoir mis ça, s'il avait mis, mettons, je sais pas moi, 4 moins, 3 moins, 3 moins, 2 moins. C'est la même chose, c'est les mêmes probabilités, sauf que le chiffre, il descend. Comme je vous dis, c'est pas grave. Un coup qu'on a fait 3-4 tours, on le pogne, mais encore là, juste on lit le règlement, puis à un moment donné, de dire pourquoi le chiffre il augmente si je deviens plus faible. Ça fait du sens en joie, mais au niveau ergonomie, j'ai trouvé ça un peu étonnant. Autrement, rien à signaler. Peut-être ça ici. Dans le règlement, ils nous disent d'appliquer les autocollants. Ils nous disent il y en a combien, mais ils ne disent pas trop comment. Sauf que il y a, ici j'en ai 3, là, il y en a un autre dans la boîte, là, mais on a 4 cubes jaunes. Les blocs jaunes ne sont pas identifiés dans les règlements. Preuve étant, j'en ai 4 ici inutilisés. Et ça a l'air d'avoir été un changement après l'écriture des règlements de dire, ben, on va mettre des blocs jaunes ici pour montrer que ce ne sont pas des unités, mais ce sont des marqueurs pour certains trucs qu'il y a en dehors de la carte. J'aime l'idée, mais pourquoi ce n'était pas dans les règlements? Encore là, c'est juste un petit qui rend le comment rentrer dans ce jeu-là un peu trop compliqué pour quelque chose qui devrait être bête. Crème, là, on n'est même pas dans le setup, on est dans comment finir de concevoir le jeu en mettant des collants. Donc encore là, ça, c'est dans les premiers posts sur BGG, comment utiliser les blocs jaunes versus les blocs de couleur ici. Un coup qu'on a joué, on comprend tout ça et tout fait du sens. Mais comprenez que c'est toujours la question de la première partie. C'est tous des petits bloquants et des petits irritants qui rend le tablage et la première partie un peu plus compliqué. Sinon, les dés. Écoute, c'est des dés, ça marche. Mais c'est l'élément, à part les blocs, là, c'est l'élément avec lequel on va le plus interagir. On va s'en servir pour tous les combats, pour toutes les unités engagées dans un combat, et aussi pour certains choix qui auront lieu, soit via des cartes de capacité ou via des événements. J'aurais aimé ça qu'ils soient un peu plus gros, puis un peu plus dense, un peu plus lourd, donner là, cet effet-là que quand je le lance, c'est quelque chose, là, ils sont ronds, ça c'est appréciable parce que ça veut dire que c'est des dés qui roulent. Le fait qu'ils ne soient pas gravés, qu'ils soient imprimés, ça ne me dérange pas, mais j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus denses. En plus, en étant hyper léger, ben, ils roulent, mais ils roulent longtemps, fait que des fois ça accroche des morceaux, ça accarte, ça fait tomber des blocs, puis compagnie. Donc, encore là, tu sais, c'est les dés, là, c'est pas grave, ça marche. J'ai pas senti qu'ils étaient lestés plus d'un côté ou d'un autre, mais compte tenu que c'était l'élément important pour jouer, j'aurais aimé ça le sentir qui a été plus chunky un peu. Sinon, ben, on a parlé des autres marqueurs de bois, ça c'était super, j'ai bien aimé ça. Sinon, les jetons de carton, belle épaisseur, ils font ce qu'il faut, ils sont pas trop petits, ils ont bien punché, bien content. Compte tenu qu'on avait ici des marqueurs ronds, on aurait peut-être aimé que les escaliers soient aussi en bois, mais on comprend pourquoi ils ne l'ont pas fait, parce que les tunnels ne sont pas utilisés à toutes les parties, puis il n'y en a pas tant que ça. Fait que, je comprends pourquoi ils l'ont fait, mais le fait qu'on avait déjà des beaux
des beaux marqueurs en bois, ça aurait été le fun. Encore là, dans les instructions, ils disent que ça aurait dû être le recto, et et wow, attendez un petit peu avec la lumière, et ça aurait dû être le verso. Puis finalement, c'est pas le cas. Ce sont des jetons différents. Donc, et si vous entendez un peu tout ce que je dis là, on sent que les règlements ont été écrits, finalisés et qu'il y a eu du développement qui a suivi. Si on dit que tous ces jetons-là auraient dû être, mettons, ça veut dire comme ça, donc mettons, on va dire l'escalier qui sort d'un spot et un tunnel entrant, et que là, finalement, non, les recto verso sont pareils. Encore là, c'est pas grave, mais je lis les règlements, puis je fais, oups, une autre petite coquille qui est passée au développement. Les cartes sont de qualité correcte, rien de... On a l'impression que c'est un centre cartonné, non pas plastifié, donc peut-être plus tendance à chipper, mais regardez, moi, de toute façon, je suis un sleever compulsif, mais sinon, l'épaisseur est bonne, ne sont pas trop molles. Ici, pour les choix de priorité, bon, ben, rien à dire, c'est très bien. Ils ont utilisé les mêmes logos qu'on a sur... non, voyez-vous, on n'a pas utilisé les mêmes logos, ce qui aurait peut-être dû l'être. Par contre, c'est les logos qu'il y a ici dans le coin de la carte. Donc ça, c'est correct. Ici, temps, c'est le même logo qui est là et le même logo qu'il y aura au coin ici. Sinon, il y a encore là dans les instructions des logos non documentés, comme la goutte ici. Si on regarde là au niveau des règlements, là maintenant on nous donne une charte des logos. Elle est ici. Et ici, il y a une goutte. Et celle-là n'est pas documentée. Finalement, à force de lire les cartes, on finit par réaliser que c'est comme une goutte de sang. Donc, si on met une carte de même en jeu, le joueur irakien, du moins le djihadiste, je me rappelle pas, djihadiste de Daesh, là, je me rappelle plus trop, mais ici, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on court un risque d'un malus supplémentaire. Donc, c'est un risk-reward avec ce logo-là. Mais encore là, un logo qui a été rajouté et qui n'est pas documenté dans les livres de règlement. Si vous regardez les cartes événements ici, là, j'en ai sorti 3 à côté, mais on voit que c'est très text heavy. Je pense que ça a été la bonne approche dans ce cadre-là de ce jeu-là qui veut conter une histoire. Ça avait été juste des logos, ça serait devenu un puzzle. Ici, en lisant ce qui est écrit, ça me conte une histoire et j'ai trouvé ça très important. Par contre, c'est très lourd encore à la première partie. Surtout quand, avec, mettons, ce deck-là, je disais que lors du setup, on avait 30 points, il fallait acheter pour 30 points de cartes. Là. On voit les montants ou les coûts. Regardez la quantité qu'il y a. Imaginez, vous êtes celui qui connaît le jeu. Vous le connaissez, il n'y a pas de problème. Vous rentrez quelqu'un à la table avec vous autres, puis hey, on joue dessus, je vais te le montrer. Et là, la personne doit se taper tout ça de lecture, en plus, mettons, du 20 minutes, une demi-heure de teach. J'aurais peut-être aimé ça qu'on nous suggère un deck de départ. Parce qu'encore là, la première fois, puis on ne comprend pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Les PMF, les ISF, tous les acronymes, tout ce que ça veut dire, c'est tout correct. Encore là, après une game ou deux, ça coule de source, mais ça rend la première partie donc difficile. Ça aurait peut-être été cool qu'il y ait juste un petit point ou une petite étoile dans le coin, dire ça, c'est le deck qu'on suggère pour votre première partie. Parlant des cartes, les cartes événements, on l'a dit, elles sont nombreuses. Ils se répètent quelques fois, mais sinon, c'est pas si pire que ça. En termes de photos, j'aime beaucoup le fait que ça semble être des photos historiques du conflit pour refléter l'horreur de ce que ça pouvait être pour les gens qui sont là. Par contre, je crois qu'il n'y a que 6 ou 7 photos pour l'ensemble du deck. Ça aurait peut-être été cool qu'il y en ait 4-5 de plus. Encore là, pas pour du voyeurisme morbide, mais juste encore là pour conter une histoire un petit peu plus. Je comprends que ça peut être complexe parce que c'est quand même le lieu de résidence de personnes, donc tu ne veux pas non plus
comme je disais, créer du voyeurisme morbide. Tu ne veux pas créer j'appelle ça presque un problème moral à démontrer des ruines, alors que c'est un conflit qui est quand même plutôt récent. Mais enfin, ça a quand même été quelque chose, à un moment donné, les images reviennent beaucoup. Ça aurait été cool qu'il y en ait un petit peu plus. Ça, je voulais vous en montrer peut-être. J'en ai sélectionné 3 là, par exprès. Donc, Ambush, le joueur qui tire cette carte va avoir un step lost. Donc, un step lost. Encore là, regardez quand je dis c'est un step lost, mais c'est un lost avec un chiffre qui augmente. Quand je vous parlais d'ergonomie de jeu, c'est le genre de truc. Ça ici, là, un step loss, là, perdre une étape là, ou perdre un niveau, ça se fait en augmentant. Donc, encore là, comprenez là, que un coup qu'on a compris la façon que ça joue, c'est facile. Mais la première fois, j'ai fait yeesh. Step loss, le chiffre augmente. Il y avait un peu de friture avec ce genre de truc-là. Ici, si le combat est en train de se passer dans la vieille cité, ajouter un dommage collatéral, puis surrender. Alors ici, le joueur ASF peut activer cette carte-là et devra brasser un dé pour avoir le résultat. Ça fait en sorte que j'ai beaucoup aimé le système d'événements et surtout que les événements, qu'on rappelle là, qui doivent être activés seulement sur des cartes. Ici, j'ai des 1, mais vous voyez dans le coin ici qu'il y a un 6. Et on doit résoudre l'événement avant de résoudre le lancer du dé. Donc, des fois, ça va faire en sorte que si c'est moi qui ai eu, puis j'ai eu un step lost. Ici, c'est 1 ou, mais peut-être que je suis mort, peut-être que mon unité, là, c'était ma seule qui restait, elle était comme ça. J'ai subi un step lost et finalement, mon unité, elle est morte avant d'avoir résolu le conflit. C'est le genre de truc que j'ai beaucoup aimé qui rajoute quelque chose d'aléatoire, mais de thématique. Et ça, là, c'était là, un des plus beaux points là, que j'ai eu pendant que je jouais. À titre d'information, le fait que c'est des forces asymétriques, les forces de Daesh auront ou aura, le joueur qui joue les forces de Daesh aura d'autres types de capacités. Évidemment, des capacités qui sont beaucoup plus proches, je vais dire, là, de l'approche terroriste du groupe. Donc, on parle d'utilisation d'engins explosifs improvisés. On va parler d'enfants soldats. Je pense qu'ils appelaient ça des hashballs. L'utilisation de boucliers humains. Donc, encore là, il faut être à l'aise avec ces termes-là parce qu'il y a des fois des jeux de guerre où ce n'est que des tanks et on ne sent pas le côté de l'homme à travers le conflit. Ici, on va le sentir très fort. Je vais profiter là, du fait que je parlais de l'ensemble des cartes pour faire l'aparté sur le mode solo que je n'ai pas présenté pendant que j'ai fait la présentation du jeu. Le mode solo, comment il se passe? Il est très simple. Essentiellement, on inverse les deux joueurs. Les forces de Daesh vont être activées en premier en tirant une carte et en faisant la résolution de toute la carte. Un coup que ça s'est fait, le joueur irakien, les joueurs en vert, vont jouer. Et après ça, on va faire le reset là, de la map. Encore une fois, c'est un mode solo. Regardez comment c'est texte heavy. Chacune des cartes, il faut lire tout ça. Je vais vous dire, c'est un des modes solo qui m'a fait le plus triper dans peut-être mon 8 ans que je suis dans le hobby, dans tous les jeux solo que j'ai essayés. C'est possiblement dans les meilleurs modes solo. Il n'est pas parfait. Le joueur Daesh est quand même plutôt statique, mais entre la façon qu'il faut faire le setup des unités, entre la façon que ces cartes-là vont avoir à bouger des unités. Oui, ça va demander aux joueurs actifs, évidemment, donc si vous jouez solo, vous êtes le seul joueur autour de la table, de prendre des décisions pour le deck.
en termes de tiebreaker, en termes de décision, des fois un peu plus tactique. Mais sinon, ça marche excessivement bien. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ça. Et il faut saluer Nuts parce qu'évidemment, s'ils veulent faire après ça une version multilangue, ben, c'est beaucoup plus de traduction, c'est beaucoup plus de risque de QA ou d'interprétation que de traduire toutes ces cartes-là au même titre que de traduire toutes les cartes événements. Mais ça marche. Je ne me rappelle pas, c'est sûrement écrit dans les instructions là, qui a été le designer pour ce mode solo-là, mais il mérite des éloges. Faire un jeu de déplacement tactique, de dude on a map, et réussir à faire en sorte que ça marche, c'est extraordinaire. Peut-être le fait que le joueur de Daesh joue un peu comme étant un tower defense. D'ailleurs, c'est très drôle parce que si on pense à la série de David Thompson, là, Violent Defense, je crois, donc Pavlov House, Castle Eater, là, et les deux autres, c'est le joueur qui est en tower defense et c'est l'automa qui attaque. Ici, c'est le contraire. Le joueur Daesh, il est en tower defense parce qu'il veut protéger ce secteur-là et c'est le joueur qui est en tower assault. Encore là, ça, je trouve que c'est une belle take pour le joueur solo. Ça change un peu la dynamique. Non seulement ça, mais suivant le setup, il y a un moment donné, j'avais un paquet de cartes de capacité que j'ai pris puis que j'ai mis dans la boîte. Et le deck solo a trouvé le moyen de me faire sortir des cartes parce qu'à un moment donné, ils vont activer des capacités qui n'ont pas été mises au setup. Donc, c'est des belles surprises. Ça, là, c'est champion. Et Nuts, si jamais vous écoutez cette vidéo-là, le gars qui a designé ça, rappelez-le pour vos autres jeux de guerre et jeux solo. Et d'ailleurs, on le sait que vous pouvez faire des beaux jeux solo. Diluvium, là, sa campagne solo, là, elle était très bien conçue. Mais ici, là, pour toute votre division Wargame, là, donc je pense que vous avez Phantom Fury, il y a Co-ops que j'aimerais beaucoup essayer, là, que j'ai hâte qu'il soit disponible là, ici au Québec ou du moins au Canada, là, qui aimerait rappeler le dude, là, puis qui fasse quelque chose qui ressemble à ça. J'ai trouvé ça fantastique. Sinon, je pense que ça fait le tour de l'ensemble de mes cartes. Designer Notes. Je ne connaissais pas grand-chose au conflit. Il nous l'explique un peu. Par contre, j'ai pas trouvé ça super simple parce que c'est pas un conflit que je connais beaucoup, mais c'était quand même intéressant. Ça nous met dans le... Ça nous met un petit peu dans je dirais, le contexte historique de ce conflit-là. Mais évidemment, moi, dans ces trucs-là, ce que je préfère, c'est les notes de design. Donc, pourquoi ils ont choisi un jeu en bloc? Pourquoi certaines autres décisions ont été prises comme ci ou comme ça? Comment ils ont attaqué, mettons, un conflit aussi moderne et de rester là, éthique? Beaucoup de choses qui ont été mises là-dedans. Puis on voit là, que, évidemment, je disais, lors du déballage, c'est un travail universitaire. Donc on voit ici, là, tout a ses sources. Si vous êtes curieux d'aller lire d'où ça peut venir, chacune des mentions, chacun des faits allégués. Donc, c'était pas obligé, mais j'ai trouvé que c'était une lecture intéressante. Le rulebook. Vous entendez mon soupir. Quand j'ai fait le déballage, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de pages. Puis j'ai dit où ça va être un des pires rulebooks où ils vont trouver le moyen d'en donner beaucoup avec très peu de pages. Il n'est effectivement pas très long, mais je l'ai trouvé aride. Déjà, là, si vous avez bien écouté là, tous les points que j'ai sortis, là, je vous ai mentionné beaucoup de problèmes de QA là-dedans. Donc, première chose, là, on le rouvre et on nous explique, bon, les components, les concepts, parfait. On nous explique la carte. Tantôt, là, quand on a parlé de la carte, là, je vous disais, je trouvais là, que ici, là, je trouvais ça incomplet.
Regardez dans les règlements, là, je ne sais pas si je vais pouvoir le trouver rapidement ici. Chaque secteur a un indicateur de terrain représenté par brun foncé, terrain ouvert, brun pâle, urbain, ou gris, la vieille cité. C'est la seule place dans tout le livre où on mentionne ça. Et on n'a pas mis les logos. Mais l'affaire, c'est que dans les cartes d'événements et dans le mode solo, quand ils vont faire référence aux différents secteurs, ils ne feront pas avec la couleur de ce qui est là, mais ils font avec ces termes-là. D'où le fait, je disais, ça aurait été important que, ou que ce soit par la couleur, ou qu'il l'ait indiqué dans le coin. Ça aurait donc encore là aidé pour la première partie. J'insiste sur le fait qu'un coup qu'on a joué une game ou deux, tout ça est transparent, mais ça rend la première partie plus compliquée que ce que ça veut bien être. Ensuite, ici, on a Starting the Game. C'est pas Starting the Game, là. Ça, je commence pas ma partie. Ça, c'est du setup. Ça sert à rien de changer des termes puis de vouloir avoir l'air très académique. Je commence pas ma partie ici, je le setup. Et on va nous mentionner un paquet de composants qui sont à la dernière page. Tu fais pas ça. Là, tu m'obliges à flipper entre la dernière page puis la page 5. Tu ne fais pas ça. Tu me donnes ça en partant. Tu me donnes des images pour tout ça et ensuite, tu me dis setup et non pas starting the game. D'ailleurs, regardez là, ce que je disais tantôt pour les escaliers, là, front and back. Et finalement, au lieu de ça, je pense qu'ils nous en ont mis, au lieu d'en mettre 4, ils en ont mis 8, mais 8, 4 de même et 4 de même. Ici, tantôt, je pense que je vous l'ai montré, donc il manque un logo ici. Quelque part, je ne sais plus où, c'est-tu ici? Ah, ouais, c'est là. L'armée irakienne, blablabla, qui est marquée avec un background vert. Ben, regardez ça ici. Puis regardez ça ici. C'est brun. Il y a une erreur là, puis il y en a une aussi dans les cartes. Mais ce qui est encore plus mélangeant, c'est qu'il y a un type d'unité qui a un background vert, qui est représenté par d'autres choses. Je reviens là-dessus. Première game, elle devient compliquée parce que l'information qui est là n'est pas l'information qu'il y a à travers les différentes composantes. Si on continue, donc 3.1, ça va. 3.1, 4.1 ici. Et ensuite, 4.11, 4.12, ça aurait dû être 4.11, 4.1.1, 4.1.2. Encore là, c'est pas grave, mais c'est encore un bloquant. Le player phase ici, c'est une des premières questions. Il y a une ambiguïté sur la façon qu'on doit jouer le tour entre les joueurs. Je suis probablement le 3e, 4e player. Là. J'ai fait un player aid ici. Et j'ai fait, attendez, là, vous allez m'entendre loin du micro. Et j'ai fait aussi, à travers ça, des cartes sur le player aid, le rythme du jeu solo et le rythme du jeu multijoueur. C'est ça le rythme du jeu. Mais c'était pas aussi simple que ça à la lecture. D'ailleurs, ça faisait partie là, dans les 2 premiers types de questions sur BGG. C'était les fameux cubes, les blocs jaunes. Puis il y avait ce rythme-là, comment il roulait. Vous comprenez là que c'est difficile de mettre le jeu, là, d'assembler le jeu. Puis après ça, on n'est même pas sûr de quel rythme mettre. Donc ça, là, autant là, je salue tout l'effort qui a été mis là-dedans. Je salue le rythme des cartes d'événements. Ça ici, là, il y a un travail à faire au niveau du QA. Et ensuite, j'ai trouvé le livre plutôt lourd à lire pour un jeu qui est plutôt simple. Comme je vous dis, là, ça là-dessus, là, j'ai mis aussi quelques notes supplémentaires, là, mais si vous regardez ces 2 pages-là, vous avez à peu près 85-90% des règles. Autopromotion, c'est disponible sur BGG.
Si on est dans un facteur un peu plus positif, les conditions de fin de partie sont vraiment tripantes. Il y a une façon de comptabiliser un peu l'état de la carte à la fin de la partie, en termes de combien d'unités qui restent en jaune, en vert, combien d'unités qui restent en noir, quelles conditions chacune des parties a mis de l'avant dans le fond, dans ses priorités sur la façon d'attaquer ce conflit-là. Et quand après ça, on comptabilise, il y a ici une charte de points. Et généralement, dans le fond, là, les points vont être calculés par le joueur irakien et ça va dire, donc, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus le joueur de Daesh a réussi à créer de victimes là, et de chaos, ben, plus les points vont être élevés et donc Daesh pourra gagner. Mais c'est vu, le calcul de la victoire est fait en fonction du joueur irakien. Mais ce qui est le plus le fun, c'est ici, là, il y a bon, les fins de partie, les ajustements, mais vous avez le temps. Vous avez ici les casualties militaires, les dommages collatéraux, et vous regardez là, selon le pointage que vous avez eu, ou du moins dans l'échelle, ici, là, le niveau que vous avez atteint, il y a une petite narration qui est pas toujours tripante et ça rouvre la discussion. Si vous vous rappelez, là, j'avais nommé la guerre des tucs en faisant le déballage en disant la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Ça a l'air super enfantin, mais c'est très bien représenté ici. Ma dernière partie, je l'ai fini avec 34 points. 34 points, là, j'ai eu une victoire majeure. Donc, ça veut dire que mis à part le temps, mon temps était au maximum, mais tout le reste, j'ai réussi à le contrôler de façon plutôt efficace. Ce que j'ai lu n'était pas trippant, dans le sens où ça démontre quand même qu'une guerre qui s'étire, en fait, une guerre, c'est pas bon jamais, mais même dans le cas d'une victoire majeure. Il y a eu des problèmes éthiques là, qu'on nous présente là, et qui peuvent ouvrir la discussion. Optional rule, donc ça, c'est correct. Là, ça arrive souvent. Comment tweaker certaines variables. Solo play, donc le setup et le comment jouer, mais essentiellement, c'est l'ordre des jeux, l'ordre des joueurs sont inversés. Vous tirez une carte, vous la jouez telle que telle. Ici, on nous représente chacune des étapes. Donc, ça ici, ça va être à l'étape de support. Ça va être à l'étape de support. Ça va être à l'étape de mouvement. Et regardez, il y a beaucoup de if. Beaucoup de if. Donc, si l'unité de mortier est encore en jeu, vous faites ça. Sinon, vous la skippez. Essentiellement, chaque carte va devenir de moins en moins efficace à mesure que, comme joueur irakien, vous allez être capable de contrôler votre adversaire. Ouais. Mine de rien, ça fait 40 minutes là, que je vous parle seulement du review, morceau par morceau, puis de mon feeling là-dessus. Mis à part l'intro, mis à part la présentation de comment que ça roule. Donc, la finale, c'est qu'est-ce que j'en pense? Ben, j'ai eu du fun en maudit à jouer. Ça a été vraiment le fun. Un coup que j'ai passé à travers tous les problèmes d'ergonomie que je vous ai présentés, un coup là que j'ai réussi à arrêter d'avoir peur de lire tout ça pour faire ma première game, puis que j'ai fait quasiment, là, ben, il faut que je fasse attention à ce que j'utilise sur YouTube, mais on le dira pas fort, là, fuck it. Je prends pour 30$ de cartes, là, puis on verra comment que ça roule. C'est un jeu qui roule super bien. J'ai eu beaucoup de plaisir à jouer. Je me demande par contre si un moment donné, il n'y aura pas une date de fin à ce jeu-là, parce que combien de fois je peux jouer un scénario où ici, il se passe à peu près rien et tout se passe à peu près là. C'est là que le conflit va jouer, c'est, disons, à l'intérieur de ça. Je ne dis pas qu'il ne se passe rien ici, mais c'est là que ça va se concentrer. Donc, on comprend là, qu'il y a à peu près le quart du board qui ne sert pas. Mais j'ai quand même, avant de dire c'est recommandé, ce jeu-là, j'ai les commandé en Ontario. Moi, je suis au Québec. Donc, le shipping,
Ici, là, la normalité là, au Canada là, pour les boutiques de jeux, là, c'est entre 10 et 15 pièces faire shipper un jeu. C'est un jeu qui vaut 75 plus taxes ontariennes qui sont moins élevées qu'au Québec, mais quand même, plus shipping. C'est un jeu qui m'a coûté 95 pièces. À 95 pièces pour un jeu d'introduction au wargame avec des problèmes de QA. Je comprends qu'un jeu, ce n'est pas les pièces. Puis regardez, là, je vais essayer de vous l'amener ici. Là, regardez la quantité de cubes qu'il y a. Là. Il y en a du matériel. Non, ce n'est pas des figurines. Mais du bois aussi, ça coûte quelque chose. Puis les gens vont dire, Eric, on ne paye pas un jeu pour le matériel, on paye pour le développement. Je suis all-in là-dedans. Mais il y a des problèmes de QA. Mon board a un pli dedans. Comme je vous dis, le carton, il est quand même plutôt mince. Je suis content que ce ne soit pas du papier plié. Mais je ne peux pas ne pas mentionner que c'est un jeu qui m'a coûté. C'est pas le MSRP, c'est un coût shipping, un coût remarqué qu'au Québec, généralement, les jeux coûtent 10 piastres plus cher qu'en Ontario, fait que c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. C'est un jeu qui m'a coûté 95 piastres. Pour nos auditeurs qui sont en Europe, là, vous ferez la conversion, surtout là avec, au moment où j'enregistre là, disons le financier mondial, au niveau là, de la valeur des monnaies, là, c'est up and down beaucoup. Mais je ne peux pas ne pas dire ça. Si ça avait été un jeu là, qui aurait été là, 60$ prix boutique québécois, plus les taxes, 68$ à peu près, là, give or take, j'aurais fait, allez-y, c'est super. À 95$, j'ai pu m'acheter de seconde main, mais net, ISS Vanguard pour 100$. Je peux m'acheter du GMT de seconde main à 50$, mais sinon, là, à 110$, je suis capable d'avoir un GMT 9. Peut-être pas les super gros, mais... Et je ne sais pas jusque où Nuts Wargame peut pousser la note avec des jeux qui sont le fun, pas trop compliqués, mais avec des problèmes de QA et un prix premium. Moi, c'est sûr, j'ai le goût de continuer à encourager Nuts pour ça parce que j'ai eu beaucoup de plaisir. Ça fait longtemps que je voulais avoir un jeu Dude on a Map. J'ai pensé m'acheter un moment donné Monumental. J'ai pensé avoir un moment donné regarder s'il n'y avait pas des modes solo pour Blood Rage, Kemet, Enish, je pense que c'est Cyclades aussi. Mais je l'ai, mon jeu Dude on a Map, dans un setting réel. Qui me parle, qui conte une vraie histoire, qui rouvre une discussion à la fin. La preuve, là, un coup, je vais avoir fini le montage, là, ça va faire au-dessus d'une heure que je vous parle de cette production-là. Il y a quelque chose. Mais c'est sûr qu'au prix que je l'ai payé, la recommandation, elle est difficile. Je dirais à Nuts, faites attention à votre QA, surtout à votre éditeur là, de règles, là. Faites de quoi avec ça, là. Ça, là, franchement, pour le poids du jeu qui est super simple à jouer, faites attention avec ça. Faites attention à l'ergonomie. Comme je vous disais, là, un step loss avec des chiffres qui augmentent, c'est contre-intuitif. Ça se veut un jeu. Si je me rappelle bien votre ligne, peut-être que je l'ai mal interprété, mais c'est d'introduction Wargame. Souvent, là, moins de règles, moins de complexité qui peuvent amener les gens à découvrir un intérêt pour ça. Et ça a marché pour moi. Mais il y a le prix versus, je vais dire, la qualité globale. Alors que Diluvium qui vient aussi de chez Nuts, peut-être que Wargames, c'est au niveau comptable, c'est peut-être une autre branche, mais qui venait aussi de Nuts, qui avait des tuiles super épaisses, des graphiques, il y avait du carton, ils ont même fait des petits contenants pour pouvoir mettre les jetons dedans. Il y avait du carton en masse, puis je pense qu'il m'a coûté 50 ou 55$ canadien, là, mais prix Québec plus les taxes, donc j'en avais aussi beaucoup pour le prix. Donc on sait que Nuts sont capables de faire des belles productions à un coût, disons, je dirais, qui est pas en marge, là, mais qui est médian ou moyen par rapport
aux autres publishers, là, aux autres éditeurs. Donc, c'est ça que j'avais à dire là-dessus. Comme je vous dis, je ne veux pas mettre de notes, je ne veux pas rien dire. Moi, là, je vous ai nommé mon feeling et mes observations, et ce sera à vous de décider si ce que je vous ai dit est un win, c'est un wait, donc c'est-tu bon, vous voulez le commander, c'est un je vais attendre de le voir peut-être de seconde main, ou c'est un non catégorique, c'est beaucoup trop cher pour que ça apporte. C'est à vous autres de prendre votre décision, puis vous pouvez nous l'écrire en commentaire en bas, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, c'était ça pour ma première tentative de review en mode podcast pour un jeu avec We Are Coming Nanavé qui, pour moi, va rester dans ma collection, du moins jusqu'à temps que je me tanne de libérer la vieille ville. Merci beaucoup de vous être joints à moi et on se revoit très bientôt à table. Salut là!